Ce mois de septembre, j'ai une curieuse surprise. En commençant mon cours avec mes étudiants, je leur ai demandé, comme d'habitude, qu'est-ce que vous pensez de l'innovation ? D'habitude, c'est l'accélération, ça va toujours plus vite, etc. Et là, pour la première fois, gros doute. Gros doute. Alors, c'est intéressant pour moi parce que ça faisait écho à une petite expérience à laquelle je m'étais livré ce printemps, juste avant d'aller donner une conférence au Centre Pompidou. Je voulais essayer d'illustrer la différence qu'il y a parfois entre les promesses de l'innovation et puis la réalité du terrain. Alors, j'étais sur le web le 25 mars 2023, et puis voilà ce qui est arrivé quand on regarde Metaverse. Vous savez, le métaverse, c'est ce truc où on va tout pouvoir faire dans le virtuel, des nouveaux services, rencontrer des gens, parler à son boss, à son capitaine. Bref, on pourra tout y faire, soi-disant. Mais voilà, j'ai été voir ce qu'on nous prévoyait là-dessus en regardant utilisateurs, statistiques, métaverse. Le métaverse a plus de 400 millions d'utilisateurs uniques chaque mois et la grande majorité a moins de 14 ans. On va plus loin. Qu'est-ce qu'on voit ? Un consultant de la place nous dit « Ah, en 2030, perspective 5 000 milliards de chiffre d'affaires. » Et moi qui ne suis pas encore dedans, j'ai déjà raté ma vie. Là. Mon business, il est déjà fichu. Alors bon, comme je suis un petit peu l'histoire, je savais qu'il y avait quelques licenciements, je dis on va aller chercher maintenant les statistiques pour voir ce qui se passe sur le terrain. Et là, ça devient intéressant. Vous voyez que le nombre de recherches sur les moteurs de recherche connus, on est passé en janvier 22 de janvier 23, on a divisé en gros par 3 le nombre de recherches. Et c'est pas que les gens savaient ce que c'était le métaverse, c'est juste qu'il y avait peut-être un peu moins d'intérêt, c'est un bon indicateur d'intérêt. Et puis, si on va encore un peu plus loin, on regarde les chiffres d'affaires du métavers, 2021, 118 milliards, et puis en 2022, une année plus tard, moins de la moitié. Ça ne marche peut-être pas tout à fait aussi bien. Alors, est-ce que cet échec, ou en tout cas ce très fort ralentissement, c'est le moins qu'on puisse dire, est-ce que c'est juste le métavers ou c'est quelque chose de plus significatif dans le numérique ? Eh bien, pensez à bon nombre d'innovations numériques qu'on a eues ces dernières années. Les lunettes de réalité augmentée, la télévision 3D, tout a été raté en 2017. On a aussi les NFT plus récemment. Peut-être qu'on peut se dire, ben voilà, le numérique finalement, c'est des technologies, il y a un cycle assez rapide, et puis c'est normal, il y a une obsolescence. Eh bien, ce soir, je vais essayer de vous montrer que c'est pas forcément c'est pas évident que ce soit toujours cette obsolescence qui domine. On peut faire du numérique, de l'innovation numérique, qui peut avoir une certaine durabilité. Je vais commencer par une installation qu'on a faite dans mon laboratoire. Là, c'était avec des archives de musique. Vous savez qu'on numérise beaucoup, on enregistre beaucoup de choses, on les numérise, et puis après, c'est sur des serveurs. Alors, on essaie de leur redonner vie. C'est avec le Montreux Jazz Festival. Et là, on a fait une installation. Cette installation date de 2011. Aujourd'hui encore, cette installation, elle est toujours visitée. Il y a toujours des musiciens qui viennent la voir, des producteurs, du public, parce qu'on essaie de créer vraiment un rapport avec la musique, avec le musicien, entre les gens. Ce n'était pas une démonstration technologique, c'était vraiment une expérience pour l'utilisateur. Et puis, j'en ai plusieurs autres comme ça. Alors, il y en a bien sûr qui n'ont pas marché, mais pour celles qu'on a plutôt bien réussies, pour différents musées, pour l'histoire de l'horlogerie, par exemple, eh bien, ces installations, elles sont dupliquées, elles ont toujours plus de contenu, elles ont toujours plus de visibilité, et ça même après 5-10 ans. Donc, je ne crois pas que l'obsolescence du numérique soit une fatalité. Alors maintenant, est-ce qu'il y a peut-être des moyens d'arriver à éviter cette obsolescence? Alors la première chose, je vais montrer 3 étapes, en tout cas, qui margent de mon travail. La première étape, c'est d'essayer de comprendre vraiment l'humain. Alors quand on comprend l'humain, souvent on essaie de le faire très rapidement à coups de post-it. Pour moi, c'est un petit peu plus compliqué. Les Suisses, on prend toujours beaucoup de temps pour comprendre les choses. Mais en l'occurrence, on a eu la chance de travailler avec l'Association nationale pour les seniors, Prosenectute. Et puis là, on a passé vraiment du temps. On voulait essayer d'améliorer le lien social qu'il y a entre les seniors, leur permettre de faire des activités entre eux dans des quartiers. Alors, la première chose, on passe du temps avec eux, puis on leur montre 2-3 outils de lien social. C'est trop compliqué. Le réflexe immédiat, ce serait de dire, on simplifie, jusqu'à ce qu'ils nous disent, maintenant ça va, je comprends. Et à quoi vous arrivez dans ce cas ?
une interface qui vous dit « Ah, j'ai été fait pour vous, espèce de vieille personne qui n'est pas capable d'utiliser un truc normal ». En général, ça passe assez mal, je veux dire. Donc, on a fait un petit peu différemment. On a fait des tests, on a dit « Bon, maintenant, on ne vous demande pas si vous avez envie de le faire ou pas, on vous oblige à faire une tâche jusqu'au bout, et puis on va voir comment vous vous débrouillez ». Mais figurez-vous que 92% des utilisateurs seniors ont réussi à les faire. Donc finalement, ils nous mentent un peu quand ils nous disaient que c'était trop difficile. Alors peut-être pas consciemment, mais ce qu'on a pu découvrir en passant pas mal de temps avec eux, c'est qu'en fait, ce qu'ils essaient de nous dire, c'est que ça ne valait pas pour eux l'effort de s'approprier cette interface. Alors là, ça devient assez différent, parce que vous dites « Ah, pourquoi ça ne vaut pas l'effort ?» Eh bien là, on a découvert que c'était parce que pas assez de crédibilité, pas assez d'impact dans la vie réelle, et surtout, pas de confiance là-dedans. Ils ont peut-être raison avec les données que ça peut prendre. Donc on s'est dit, maintenant, comment est-ce qu'on peut surmonter ce genre d'éléments? Comment est-ce qu'on peut vaincre ces perceptions qui sont assez subjectives? Alors on a travaillé avec vraiment des seniors sur le terrain, on a créé des interfaces, on a créé différents dispositifs, on a créé avec nos designers différents environnements visuels qu'on a testés, et puis au final, on a réussi à avoir un résultat où on est passé du taux de réussite dans les scénarios de 92 à 97%, pas très grosse différence, c'est meilleur, c'est clair. Mais surtout, quand il y avait la question, est-ce que vous avez envie de vous approprier ça? Alors là, tout d'un coup, c'est un changement complet. Oui, ils avaient envie. Et aujourd'hui, on compte plus de 5000 événements organisés par des seniors, juste dans les quartiers du canton de Vaud, avec cette interface. Et le truc le plus génial, c'est qu'après, on s'est dit, allez, on va tester ça avec des étudiants. Et on les a mis dans des étudiants dans une autre ville. Et ça a marché très bien, parce que pour des jeunes, finalement, un truc qui a plus d'impact dans la vie réelle et pour lequel on a confiance, ça marche assez bien. Donc vous voyez, comme quand on regarde bien ce qu'il y a derrière les réactions des gens, on peut aller beaucoup plus loin dans le numérique et faire quelque chose qui tient toujours, cette plateforme est toujours opérationnelle. Maintenant, j'ai parlé de cette perception subjective. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, c'est les seniors, puis ils sont les quartiers un peu isolés, donc l'émotion augmente. Dire qu'on est tous très émotionnels. Alors, je vais prendre un exemple un petit peu plus lointain. Vous savez qu'en Suisse, on vote sur tout, on vote même sur les cornes des vaches. Oh, je sais, en Valais, c'est un sujet très sensible. Mais on a voté aussi sur le passeport biométrique, 2009, parce qu'il y a un certain nombre de gens qui ont dit « Ah, il y a le passeport biométrique qui va arriver, la Confédération va avoir certaines de nos données, ça peut être assez dangereux, on peut être manipulé, donc il faut qu'on vote dessus. » Il a été accepté à 50,14%. On a failli le refuser. Pendant la plupart de la population, elle avait sa carte fidélité dans les supermarchés et mettait déjà tout sur Internet. Donc, perception comme assez subjective. Et puis, on se dit, ah, c'était en 2009, beaucoup de temps s'est écoulé. Quand il y a eu Suisse Covid, donc l'application qui permettait de détecter si on avait été à proximité des gens du Covid, il n'y avait pas de données centralisées. Ça détectait juste les téléphones qui étaient à proximité, si vous étiez en contact avec une personne. Et la même chose, on a des gens dans la rue, c'est « Ah, l'État va nous manipuler ». Donc vous voyez que cette perception subjective, elle existe, elle est assez forte. Alors soit on essaie de se justifier après, dire « Non, non, mais je vous assure qu'on a protégé nos données ». Ou on essaie d'intégrer cette perception subjective plus tôt dans le processus pour favoriser l'adoption sans avoir à se justifier. Alors maintenant, comme vous avez vu, je vous ai parlé des artistes qui intervenaient, des designers. Alors je vais vous montrer un cas qui est actuel, c'est une recherche qu'on fait aujourd'hui dans laquelle on fait intervenir des artistes, des designers. C'est une recherche sur l'acouphène. L'acouphène, c'est donc ce bruit qui peut survenir dans vos oreilles. C'est assez désagréable parce que c'est produit pas par les oreilles, par le cerveau. Donc on peut vous enlever les oreilles, ça va continuer. Donc la seule chose qu'on peut vous dire, c'est on va essayer de t'apprendre à vivre avec l'acouphène. Et ça, c'est quand même très pénible pour les gens qui l'ont de manière assez forte. Il y a une perspective thérapeutique, c'est dire on va essayer d'occuper le cerveau à faire autre chose, la zone du cerveau qui le produit, à faire autre chose que produire cet acouphène. Alors pour ça, on fait venir le patient, on lui met juste un petit casque pour mesurer son activité cérébrale, c'est assez simple, et puis on lui fait faire des exercices, assez simples. Et puis on mesure, on lui donne un feedback, est-ce qu'il vient proche de la zone qui produit l'acouphène ou pas? Si c'est le cas, dit continue, c'est bien, comme ça tu occupes ta zone du cerveau. Alors on pourrait faire simplement avec une échelle de 1 à 10. Le problème, c'est qu'il faut faire beaucoup de séances, assez longtemps, pour que ça ait de l'impact. Alors si vous avez une échelle de 1 à 10, puis que vous revenez des dizaines de fois pendant 1 heure, ça va être assez peu crédible pour vous, vous n'allez pas voir la progression rapidement, et puis vous n'allez pas adopter cette thérapie.
Donc, le rôle des designers, c'est d'essayer plein de dispositifs visuels avec des aspects qu'on regarde dans la littérature scientifique, mais aussi dans l'inspiration qu'on a, puis de chercher plein de formes différentes. Au lieu d'avoir une échelle d'indices, on va montrer plein d'images. On va faire par exemple une image qui est floue puis qui devient plus nette quand vous vous approchez de la zone cérébrale. On va avoir des zones qui bougent, on va introduire vraiment de la couleur, on va introduire des mouvements. Bref, plein de choses qui s'adressent plus à la dimension culturelle qui vous stimule, qui résonnent avec vos contextes culturels que simplement une échelle technique. Alors bien sûr qu'on va avoir encore un problème, c'est quelle solution on va prendre. Il y a ce qui nous plaît moins bien. Alors, je vous ai parlé de 2 points. La première, c'est bien connaître les personnes. La deuxième chose, c'est qu'on réintroduit ces dimensions culturelles pour que ça fasse du sens pour vous, pour votre perception. Mais maintenant, il faut aussi comprendre l'impact. Alors ça, on a la chance, dans mon laboratoire, d'utiliser des psychologues qui font de la psychologie appliquée. Alors c'est assez concret, hein, c'est-à-dire quand on a des propositions comme ça, on va mesurer ce que les gens comprennent, subjectivement, objectivement, ce qu'ils ressentent. Est-ce que c'est négatif, positif? Est-ce que c'est intense ou c'est pas intense? Et comme ça, on arrive à avoir vraiment des solutions qui fonctionnent sur le long terme et qui arrivent à prédire si on va avoir des services numériques qui vont tenir sur le long terme ou qui vont être éphémères parce qu'on n'arrive pas à s'inscrire dans la vie des gens. Alors, je vais revenir à mon exemple initial. Vous avez bien évidemment les artistes qui ont aussi travaillé dans le métavers. Alors, on se dit, mais ça existait déjà le métavers avec les artistes. Oui, mais c'était séparé. On avait les ingénieurs d'un côté, le métavers de l'autre. Alors, on n'a pas pu créer vraiment quelque chose ensemble, d'où probablement cet échec du métavers. Et d'ailleurs, j'étais dans une des conférences, on parlait de SIGGRAPH, et je représentais la dimension artistique, j'étais face aux gens qui ont créé les avatars pour le métavers, et puis je leur disais, mais c'est impressionnant comment vous le faites, mais c'est quoi l'identité qu'on veut avoir dans le métavers? Comment est-ce qu'on veut se présenter? C'est pas juste un skin dans un jeu qui est un peu le bal masqué, non, ça c'est mon identité, comment je vais me présenter à mon boss, à mon partenaire, etc. dans le métavers. Pas de réponse. Donc vous voyez que là, la distance entre la perception humaine et puis la technologie était très grande. Alors voilà, il y a des choses qui ont de la peine à progresser, et d'ailleurs j'ai été refaire la petite démonstration, enfin la petite explication sur la petite recherche sur Internet. Eh bien, on vous promet toujours aujourd'hui, dans le métavers, 5 000 milliards de chiffre d'affaires en 2030, et les choses n'ont pas beaucoup évolué. Donc moi je pense qu'on peut essayer vraiment d'aborder le numérique différemment, de rassembler la dimension culturelle, la dimension ingénieriale et l'observation sur l'humain ensemble pour aborder les grands défis de l'humain et de la planète. Alors vous allez me dire, parole en l'air? Eh bien non, aujourd'hui, on a annoncé un grand programme européen où on va essayer d'aider la gestion de l'eau en Valais, notamment ici. Ici, ça va être le démonstrateur sur la gestion de l'eau en Valais, où on va essayer de rassembler ces compétences avec les utilisateurs pour dire voilà comment on perçoit la montagne, voilà comment on peut essayer d'agir ensemble avec toutes ces disciplines. Merci.